Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission À vos droits, dans laquelle nous allons aborder aujourd'hui le sujet des droits du patient face à l'urgence médicale. Je suis accompagnée aujourd'hui de Mélissa et Wari qui interviendront tout au long de l'émission pour nous éclairer sur l'effectivité de ces droits. Depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002, le patient est considéré comme un véritable acteur de sa santé. Mais alors que le temps d'attente aux urgences s'élève en moyenne à 4h20 en 2023, quelle place reste-t-il pour ces droits du patient? Concrètement, Mélissa, qu'est-ce qu'une situation d'urgence médicale? Alors, bonjour. Alors, d'un point de vue médical, l'urgence est une situation dans laquelle un patient se trouve et il doit être soigné sans délai au risque de subir un préjudice irréparable. La gravité de l'urgence, elle est évaluée par les professionnels de santé qui sont sur place ou qui interviennent, ce qui permet de prioriser les patients selon leur état de santé et la gravité de cet état, et de savoir s'ils ont besoin de soins immédiats ou non. La gravité de l'urgence, elle se divise entre l'urgence absolue, on parle aussi de détresse vitale ou de pronostic vital engagé, l'extrême urgence qui peut vite basculer vers une urgence absolue, l'urgence relative qui peut attendre et l'urgence potentielle qui nécessite une surveillance accrue du patient. Ainsi, la situation d'urgence, elle peut parfois revêtir un caractère subjectif puisque c'est aux professionnels de santé d'évaluer la situation. Ce qui peut d'ailleurs parfois poser un problème quant à la responsabilité médicale du médecin en cas de prise en charge tardive du patient ou d'erreur de diagnostic, notamment quant au caractère urgent de la situation. D'accord. Et en pratique, comment ce patient est pris en charge et par qui? Alors, la première chose à faire dans ce genre de situation, que ce soit pour le patient ou pour toute personne se trouvant à proximité du patient, c'est de contacter rapidement un service d'urgence. Donc là, ici, en l'occurrence, on appelle le 112. Dans ce cas de figure, un opérateur qui est qualifié va rapidement prendre en compte les éléments qui caractérisent la situation, donc que ce soit la localisation du patient, que ce soit la nature de l'incident ou l'état du patient. Et en fonction de la gravité de celle-ci, l'appel peut être dirigé vers le SAMU, et ce SAMU, à travers le SMUR, donc, qui est l'ambulance spécialisée, va intervenir en urgence. Il va intervenir souvent avec un médecin ou un infirmier urgentiste à son bord pour gérer les situations les plus critiques. Donc on peut parler des arrêts cardiaques par exemple, mais également des accidents graves. En ce qui concerne les pompiers, eux aussi sont formés au premier secours et à la gestion des urgences ils se rendent sur place pour intervenir immédiatement. Tout doit se faire bien sûr avec la meilleure coordination possible, que ce soit le centre d'appel, le SAMU ou les pompiers. Ils doivent travailler en étroite collaboration pour assurer une prise en charge rapide et la plus efficace possible. Bien sûr, chaque acteur a un rôle spécifique, mais tous vont donc œuvrer ensemble pour offrir la meilleure réponse possible face à l'urgence. D'accord. Et cette situation, est-ce qu'elle peut entraîner des difficultés par rapport aux droits des patients, notamment lorsque le patient arrive inconscient et qu'il ne peut pas manifester ses volontés? Oui, bien sûr, dans le cas des urgences, le patient peut voir certains de ses droits mis à mal. C'est d'abord le cas du consentement du patient. En effet, en principe, le Code de la santé publique dispose qu'un médecin doit avoir le consentement libre et éclairé de son patient avant d'effectuer un acte médical pouvant porter atteinte à son intégrité physique. Mais ce droit se confronte parfois à la nécessité pour le professionnel de santé de dispenser de soins indispensables à la survie du patient. Dans le cadre de l'urgence, le patient peut parfois se trouver dans une situation qui l'empêche de consentir, comme l'exemple que vous avez donné si le patient arrive inconscient aux urgences. Le Code de la santé publique dispose également que lorsqu'une personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ne peut être réalisée, sauf dans le cas d'une urgence. Le professionnel de santé, dans ce cas-là, si son patient est inconscient, il peut se tourner vers les directives anticipées ou la personne de confiance, mais en règle générale, le cadre de l'urgence nécessite une prise en charge rapide et une intervention immédiate. Et pour compléter un peu ce que dit Mélissa, c'est que dans le cadre de l'urgence, le devoir d'information du professionnel de santé est aussi un élément important de la prise en charge du patient. En effet, lorsqu'un patient arrive aux urgences ou lorsqu'il est pris en charge sur le terrain par un médecin urgentiste ou un infirmier, l'information devient cruciale pour permettre une prise en charge rapide et éclairée. Concrètement, cela se traduit comment? Cela se traduit par l'obligation pour le professionnel de santé de fournir les informations au patient directement, que ce soit sur sa situation, sur les actes entrepris, mais également sur les risques que peuvent entraîner ces actes. Et cela permet non seulement d'informer le patient, mais dans le cas où on a parlé de l'inconscience, dans le cas où le patient est inconscient, il est nécessaire aussi que ses proches soient informés de la situation.
Malheureusement, dans le cadre de l'urgence, cette obligation d'information va directement se heurter à la contrainte du temps, puisque lors d'une urgence vitale, chaque minute compte. Et il n'est pas toujours possible de détailler chaque étape de tous les soins entrepris. Néanmoins, le professionnel de santé doit s'efforcer du mieux possible d'expliquer rapidement ce qu'il fait et pourquoi il le fait au patient. Dans ce cadre, l'information doit être claire, elle doit être précise et elle doit être adaptée à l'état du patient, tout en respectant bien sûr sa dignité et sa vie privée. Donc, le droit à l'information reste donc primordial, même dans l'urgence. D'accord. Et une fois que l'information claire sera transmise au patient, est-ce qu'il aura le droit de refuser les soins, notamment si son pronostic vital est engagé? Est-ce qu'il pourra opposer son refus de soins et interdire au médecin d'agir? Je pense particulièrement au cas des patients témoins de Jéhovah qui refusent toute transfusion sanguine. Alors, le droit pour le patient de consentir implique forcément le droit pour lui de refuser un soin. Mais le refus de soins par le patient fait l'objet d'un certain consensus, puisqu'en 2001, le Conseil d'État avait décidé que le médecin devait respecter la volonté de son patient, sauf si son intervention était indispensable à la survie de celui-ci. La loi du 4 mars 2002 que vous avez mentionnée, puis la loi du 22 avril 2005 sont pourtant venues affirmer que dans tous les cas, le médecin doit respecter la volonté de son patient et qu'il doit l'informer des risques encourus dus à ce refus. Donc actuellement, passer outre le refus du patient est possible, mais uniquement si les soins dispensés seront indispensables à la survie du patient, ce qui est très généralement le cas dans le cadre de l'urgence. Et la question du refus de soins par le professionnel de santé peut se poser également, même si, bien sûr, elle est encadrée par des règles très strictes. Dans le cas où il y a un refus de soins de la part du professionnel de santé, il se doit d'être fait dans le respect de la continuité des soins, puisque de ce fait, le professionnel de santé doit s'assurer qu'un autre médecin soit disponible pour prodiguer les soins, et cela immédiatement. Donc ce principe est essentiel, car il garantit que le refus de soins n'entraîne pas une mise en danger de la santé du patient. Comme vous l'a rappelé Mélissa, dans ce cadre, la priorité reste la sauvegarde de la vie humaine et la prise en charge rapide et efficace de l'urgence. Donc, dans un contexte d'urgence, le droit à la santé et à la vie prime sur le consentement, sauf bien sûr dans le cas où le patient est conscient et il exprime clairement sa volonté. Oui. On constate donc que le consentement et l'information du patient disposent de dérogations lors de situations d'urgence. Dans le cas du patient transporté aux urgences inconscient, comment la liberté de choix du praticien s'exerce-t-elle ? Alors, permettre au patient de choisir son praticien dans le cadre d'une urgence est une conciliation assez difficile, puisque, encore une fois, comme vous l'a rappelé Ouari, l'urgence nécessite une prise en charge de manière rapide. Ainsi, que le patient soit conscient ou inconscient, en réalité, peu importe qui intervient, encore une fois, la priorité, c'est la sauvegarde de la vie du patient. Et encore une fois, on est en situation d'urgence. Ça nécessite une réactivité immédiate, ce qui peut rendre difficile la conciliation avec certaines convictions, notamment religieuses, des patients. On peut prendre le cas, par exemple, de la femme de confession musulmane qui porterait le voile. Bien sûr, dans le service, il est primordial de tout faire en sorte de respecter son droit de culte. Néanmoins, dans des situations d'urgence, parfois, il est compliqué de concilier les deux. Et ça se retrouve parfois dans des situations, et on l'entend encore parler aujourd'hui. En effet, la priorité est forcément de respecter le droit des patients, même en situation d'urgence, et de trouver le juste équilibre entre la mise en œuvre des soins rapides et le respect de l'intégrité du patient et de ses choix. Merci Mélissa et Ouari pour ces interventions, on en aura beaucoup appris aujourd'hui. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission À vos droits. À bientôt.